On a tous vécu ça dans nos débats foot avec nos potes. Tu débats avec tes potes, tu défends un joueur, tu dis non mais les médias ils abusent, ils forcent, ils salissent son image. Bref, tu te retrouves à jouer les avocats de la défense. Et puis derrière, tu vois une interview, il y a une phrase, il y a une sortie de son entourage. Et là tu te dis, vas-y frère, aide-moi un peu. Parce que oui, dans le foot, il y a un énorme business du récit, du clash, de l'image. Mais parfois, soyons honnêtes, le joueur, son entourage, ou même des fois des coachs donnent eux-mêmes de la matière pour se faire battre. Et le pire, ce n'est pas seulement que ça nous met mal dans nos débats entre nous, entre potes, surtout avec ce pote super chambreur qui saute sur la moindre occasion, c'est surtout que ça peut leur coûter beaucoup plus cher à eux, en image, en opinion publique, en pression inutile et parfois même en opportunité. Donc aujourd'hui, on va parler de ces moments qui, selon moi, sont des erreurs de communication dans le foot. On va essayer à chaque fois de proposer ce qui aurait pu être mieux fait. Bien sûr avec humilité, hein, mais en se mouillant un peu. Parce que évidemment, ici on parle de figures immenses du foot qui m'ont évidemment pas attendu pour apprendre à communiquer. Donc le but, c'est pas de faire le professeur, c'est plutôt un exercice de lecture, un exercice intellectuel avec un peu de divertissement aussi pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière les mots, derrière les symboles, derrière les silences et derrière les actes. Et j'ai mis cette petite veste grise aujourd'hui, c'est aussi pour vendre une petite crédibilité visuelle, d'accord? Parce que, mais bon, plus sérieusement, parce que la communication, ça fait partie de mon taf en dehors de YouTube. Donc, je l'applique à ces lectures-là dans des situations de foot. En attendant que YouTube devienne mon taf à plein temps. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de conversation, n'hésitez pas à vous abonner, hein, où on parle de foot, bien sûr, mais de la psychologie du foot, des joueurs et du monde des médias. Et on commence directement avec le premier cas qui est le cas de Monsieur Karim Benzema. Alors dans ce cas-là, je vais mettre en avant pas une erreur de communication, c'est pas une phrase ratée, mais c'est un moment raté. Donc je vais rappeler le contexte historique. Donc Benzema, pendant longtemps, il est plus appelé en équipe de France pour des raisons extrasportives. Ensuite, Deschamps le rappelle, alors pas par charité, hein, pas pour lui faire un cadeau, il le rappelle parce que Benzema à l'époque était devenu trop fort pour être ignoré. Et à ce niveau-là, sportivement, ça devenait très difficile de se passer de lui. On se souvient du contexte. Mais malgré tout ça, il faut reconnaître que ça reste un joueur fort de la part de Deschamps. Il aurait pu faire le têtu. Il aurait pu rester sur ses positions. On l'a vu sur certains sujets, il n'en démord pas. Et ensuite, derrière, Benzema, il répond sur le terrain. Il est bon, il est super fort, il est décisif. La France gagne la Ligue des Nations. Il marque plusieurs buts, dont un but en finale contre l'Espagne. Magnifique. Donc, on est dans une séquence où il revient, il performe, il gagne avec l'équipe de France. Et arrive le point culminant, le Ballon d'Or. Et pour moi, c'était le moment parfait pour faire un truc propre. Pas besoin d'en faire des tonnes, de surjouer, ou de raconter une histoire qui est fausse, mais juste envoyer un signal fort. Parce que oui, Benzema avait déjà dit merci à Deschamps en privé, et aussi en public, mais il faut être honnête là-dessus. Il l'a dit dans un interview, et encore, c'est parce qu'un journaliste l'a amené à le dire publiquement. Donc en gros, on sent presque le journaliste lui dire « Bon, maintenant, dites merci publiquement ». Donc oui, il le dit, mais ça paraît un merci arraché, un merci contraint, un merci sous relance. Et c'est pas la même chose qu'un merci spontané, assumé et posé au bon moment. Et c'est justement pour ça que la soirée du Ballon d'Or était parfaite. Parce qu'après tout ce parcours, après le retour, après la Ligue des Nations, après les performances à la veille de la Coupe du Monde, tu avais l'occasion idéale d'envoyer un signe fort, un signe propre, un signe élégant, un signe public. Un truc du style, ouais, je remercie le coach Deschamps pour sa confiance, la situation a été compliquée, mais il m'a redonné l'occasion d'exprimer mon talent au plus haut niveau avec l'équipe de France. Et tu continues ton discours. Voilà, un truc simple. C'est tout, pas besoin d'en faire plus, mais symboliquement, c'est super fort. Parce qu'au fond, là, le sujet n'est pas de savoir s'il a déjà remercié une fois quelque part. Le sujet, c'est qu'au moment le plus fort, le plus visible, le plus symbolique, il ne le fait pas. Donc pour moi, l'erreur de communication, elle est là. Dans le fait de ne pas saisir ce moment. Dans le fait de ne pas comprendre qu'à ce niveau-là, un mot bien placé peut apaiser énormément de choses. Et derrière, quand arrive la blessure pendant la Coupe du Monde, tout s'emballe trop vite. Et pour moi, j'y vois là un signe qu'on était arrivé à un point de la relation où c'était pas assez solide, pas assez sécurisé, pas assez apaisé publiquement. Parce qu'avec un Ballon d'Or, avec un joueur de ce niveau-là, on peut imaginer une autre gestion, plus patiente, plus ouverte, plus politique. Et le fait que tout parte aussi vite et dans cette direction-là, pour moi, ça raconte quelque chose. Donc oui, je l'assume. Je pense que à ce moment du Ballon d'Or a été mal géré sur le point de vue symbolique.
Et je pense que ça a compté derrière. Pas forcément comme cause unique de tout, bien sûr, mais comme une occasion ratée de consolider une relation qui, justement, avait besoin d'être consolidée. Voilà. Donc là, avec Benzema, on est sur un cas très particulier. Donc c'est pas une phrase ratée, c'est presque un moment de silence mal géré, un moment symbolique qui n'est pas saisi. Mais dans le foot, toutes les erreurs de communication ne viennent pas nécessairement du joueur lui-même. Parfois, ce qui complique la situation, c'est l'entourage. Et c'est pour ça qu'on va parler du cas du jeune Lamine Yamal. D'ailleurs, c'est cette situation-là qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Quand je suis tombé sur certaines prises de parole autour de lui, notamment dans la communication de son père, je me suis dit, ah là, on est en plein dedans. On parle d'un talent hors norme, d'un joueur qui n'a pas besoin qu'on force sa légende. Son football, il parle déjà suffisamment fort. Donc à partir de là, à mon sens, la communication doit servir à te protéger, à le calmer, à le filtrer. Alors que là, moi, j'ai l'impression qu'on a longtemps rajouté du bruit, de la pression, de la mise en scène. Et ce bruit, au départ, il ne venait pas seulement de l'extérieur, il venait parfois de lui-même. Quand tu commences à avoir des déclarations très fortes avant les matchs, dans un registre du genre on est trop fort, ou venez nous battre, ou ce genre de communication avant de très gros rendez-vous comme le Classico, tu participes aussi à la tension autour de ton personnage. Tu rajoutes un peu de dramaturgie, tu chauffes l'adversaire, tu chauffes les attentes, et pour moi, à cet âge-là, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intelligent. Et à côté de ça, il y avait aussi tout ce que l'extérieur projetait sur lui. Les comparaisons trop tôt, la surenchère autour de son statut, la fascination autour du personnage, les récits déjà trop grands pour son âge, et tout ça mis ensemble, ça te construit une attente démesurée. Derrière, chaque match devient un examen, chaque baisse devient un débat, chaque performance moyenne devient presque une déception publique, et ensuite, j'ai quand même eu l'impression qu'il y a eu une prise de conscience. Après certaines polémiques, notamment autour de sa fête, on a senti une communication beaucoup plus encadrée, beaucoup plus propre, beaucoup plus maîtrisée. Et là, honnêtement, je me suis dit, ok, ils prennent enfin la bonne direction. Parce qu'on a recommencé à avoir une image plus familiale, plus humaine, plus apaisée. On a remis la maman dans le tableau, par exemple. Ça, c'est très fort en communication. Tu fais redescendre le personnage. Donc à ce moment-là, je me suis dit, voilà, on protège mieux le joueur. Maintenant, là où je vois le danger, il vient surtout du père. Parce qu'on ne doit pas simplement coacher le joueur. Il faut aussi coacher son entourage. Il faut une discipline de communication. Il faut presque mettre une règle simple. Tout ce qui sort publiquement doit servir le développement du joueur, pas l'excitation permanente autour de son personnage. Parce que la fierté d'un père, je la comprends. Bien sûr que je la comprends. Mais à ce niveau-là, si cette fierté devient une surenchère publique, elle finit par rajouter une pression inutile. Et peut-être que derrière, il y a des logiques d'image, de sponsor, de statut, j'en sais rien. Mais le résultat, lui, est le même. Tu crées plus de vacarme que de protection. Le talent de Yamal crée assez de lumière. Son entourage n'a pas besoin de rajouter des projecteurs aveuglants. Donc le conseil en communication, pour moi, il est simple. Il faut tout filtrer autour du joueur, il faut cadrer l'entourage, il faut arrêter la surenchère, il faut calmer la narration, il faut remettre toute la communication au service d'une chose, protéger la trajectoire du joueur. Maintenant, on change de registre encore et on va parler de monsieur Kylian Mbappé. Donc avec Mbappé, je vais être très juste parce que là, on n'est plus dans une communication floue. On n'est pas sur quelqu'un qui se cache ou autre. Au contraire, c'est une communication qui est assumée. Il assume qu'il veut être le meilleur. Il assume qu'il veut gagner le ballon d'or. Il assume qu'il parle en je. Donc l'erreur, s'il y a une erreur, encore une fois, c'est juste mon avis, ce n'est pas un manque de clarté. Non, vraiment, à mon sens, c'est une erreur dans la manière de formuler publiquement son ambition. Et je précise bien, c'est mon interprétation. Parce qu'il considère, lui, que c'est la meilleure manière d'être et de faire. Et peut-être que son entourage considère que ça fonctionne aussi. Donc peut-être qu'il a raison d'ailleurs. Mais moi, si j'avais eu à le conseiller, je ne lui aurais pas du tout recommandé ça. Parce que dans le football, tu ne gagnes jamais tout seul. Jamais. Tu peux être la star, tu peux être le meilleur, tu peux être décisif, mais tu gagnes jamais tout seul. Et à partir du moment où ta communication devient trop centrée sur le jeu, ça peut créer un vrai décalage. Parce que tes coéquipiers, eux, entendent quelque chose. Eux, ils savent ce qu'ils apportent. Et eux aussi peuvent se dire intérieurement, ouais d'accord, mais ma course, moi, elle compte. Ouais, mon appel, il compte. Ma passe décisive, il compte. Ouais, mais moi, mon travail sans le ballon aussi, il compte. C'est moi qui reviens derrière toi quand toi, tu reviens pas. Tu vois, quand il faut sauver un ballon sur la ligne, il faut faire l'arrêt, ou fermer une zone, c'est moi. L'effort sale, c'est moi. C'est ça aussi qui contribue à une victoire. Et de ça, dans un sport collectif, ce n'est pas un détail. On joue à 11. Et il y a un point très important là-dedans.
le jeu à outrance peut finir par ressembler par un manque de reconnaissance. Même si ce n'est pas l'intention, même si dans sa tête, il respecte énormément ses coéquipiers, la perception, elle peut être tout autre. Or, la reconnaissance dans un effectif, c'est énorme. Entre quelqu'un qui sent que son effort est vu, reconnu et valorisé, et quelqu'un qui a le sentiment que tout le récit est accaparé par un autre, l'énergie n'est pas la même sur le terrain. Quand tu te sens reconnu, tu peux aller chercher une énergie supplémentaire, tu peux aller donner encore plus, tu peux faire un effort de plus. Mais quand tu ne la ressens pas, il peut manquer quelque chose. Alors pas forcément consciemment, pas forcément de manière spectaculaire, mais il peut manquer ce supplément d'âme qui fait parfois la différence. Et c'est ça que moi, j'aurais essayé de lui faire sentir. Même le message envoyé à tes coéquipiers, même si devant toi ils te disent « Ouais, non, t'inquiète, vas-y, Kylian, bien sûr ». En communication, le mieux, c'est aussi d'éviter d'installer ce genre de malaise inutile. Ensuite, il y a le sujet du ballon d'or. Encore une fois, vouloir le gagner, c'est pas un problème. Tous les grands joueurs veulent le gagner. Le souci pour moi, c'est de le verbaliser aussi frontalement dans un sport collectif. Parce que comment tu fais dans une équipe où plusieurs joueurs, eux aussi, ont des ambitions individuelles? Comment tu gères ça? Comment tu évites qu'au moment, même inconsciemment, il y a une microseconde dans la tête du joueur, il dit « Oh, il se demande, je tire ou je fais la passe? Ah, je joue la meilleure option collective ou je nourris ma propre stat ?» Peut-être que ça ne change rien. Peut-être que ça ne joue jamais. Mais pour moi, c'est justement le genre de graine mentale que tu évites de planter quand tu communiques intelligemment. Et après, il y a la perception publique. Même s'il s'en fout, même s'il assume, même si ça ne l'empêche pas de dormir, ça compte quand même. Parce qu'à un moment donné, une carrière aussi a besoin d'une vague positive autour d'elle, d'une énergie publique qui rassemble, un récit qui fédère. Et à mon sens, si ta manière de parler donne aux gens l'impression, juste ou injuste, que tout tourne autour de toi, tu te rajoutes une bataille inutile. Tu as déjà la pression des résultats, tu as la pression médiatique, tu as la pression de ton statut. Tu n'as pas besoin en plus de crisper les gens sur ta manière de parler. Donc voilà, si j'avais eu un conseil à lui donner, je lui aurais dit, garde exactement la même ambition, formule-la auprès de moi, ton pote et conseiller en communication, et ta famille, etc. Rappelle-toi toujours que dans le foot, tu as besoin des autres. Rappelle toujours le collectif. Rappelle toujours que les récompenses individuelles arrivent à travers les victoires de l'équipe. Et aussi, rappelle d'une manière ou d'une autre que tu sais ce que les autres font pour toi. Parce qu'en communication, il faut aussi choisir ses batailles. L'erreur de la communication d'Mbappé, c'est pas l'ambition, c'est pas le niveau de confiance, c'est l'erreur de l'utilisation à outrance du jeu dans un sport de nous. Voilà, et maintenant pour conclure cette vidéo, et si vous êtes encore là, merci beaucoup. C'est vrai que c'est un sujet passionnant. Il y a d'autres types d'erreurs de communication que je ne vais pas nécessairement développer longtemps aujourd'hui, mais qui méritent d'être cités. Il y a le cas de Deschamps avec Griezmann, parce que pendant des années, Deschamps parle de confiance, parle de transparence, parle de loyauté, de relations fortes. Et au moment de faire le choix le plus symbolique, celui du brassard, il ne prend pas le choix le plus évident qui était Griezmann. Mais bon, voilà. Ou alors, il y a le cas aussi de la gestion de communication avec Lukaku, qu'on peut développer dans un autre format parce que ces deux cas sont super intéressants aussi. Et voilà, donc dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2 et je la ferai avec plaisir parce que la communication, c'est un sujet qui me passionne. D'ailleurs, si vous êtes agent de joueur, conseiller ou que vous bossez autour de profils publics et que ma manière de penser la communication vous parle, n'hésitez pas à me contacter. La veste grise, c'est pas seulement du marketing visuel, ça fait partie aussi de mon travail à côté en dehors de YouTube. C'était la mine LinkedIn. Donc merci d'avoir regardé, on est ensemble, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se retrouve à la prochaine vidéo.